Bonjour, je m'appelle Simon Paradis. Je suis auteur du premier roman Reine de miel aux éditions Marchand de Feuilles. Je suis également responsable financement et administration dans l'organisme Diversité Artistique Montréal. Et quoi d'autre? Je suis producteur de théâtre pour le Théâtre de l'Intime, c'est un collectif. Et également, je viens de remettre mon manuscrit à l'éditrice pour un roman qui s'appelle Café Mouette et donc j'ai très hâte d'avoir des nouvelles. Comment ce roman est-il né? Reine de miel est née quelque part en 2010 dans un jet d'écriture instantané un matin. J'ai eu l'idée d'un personnage qui décédait dans une cuve de miel, 200 kilos de miel sur le dos. Mais il a pris forme en 2013 après une soirée avec mon père qui est apiculteur et qui m'a livré quelques anecdotes familiales. Et c'est de là après ça que le roman a pris forme. Présentez-nous votre roman. Reine de miel, ben, c'est un chassé-croisé entre plusieurs époques. En fait, c'est l'histoire d'une famille d'apiculteurs. En fait, des apiculteurs en général au Québec, parce qu'on part du 18e, du 19e siècle, pardon. On va de 1867 à aujourd'hui. Et on venait sur la trace de la reine de miel. L'idée d'une reine de miel, c'est d'avoir une reine qui est résistante au froid, parce qu'avant, on avait les reines allemandes, les reines noires, les abeilles noires, en fait, qu'on appelle. Et c'est des abeilles qui produisent beaucoup de miel, mais elles en mangent beaucoup aussi. Fait que la norme était la reine italienne, mais l'amener en bateau à l'époque, c'était assez compliqué. Et s'en procurer aussi, c'était assez compliqué. Fait que la mythologie, un peu de. J'ai fait comme une espèce de quête à la recherche de cette ultime reine qui survivrait à tous les hivers. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, C'est un roman sur la filiation, beaucoup. C'est le passation. Il y a une quête de. Pas une quête, une cérémonie de passation des savoirs de l'apiculteur du maître à l'apprenti. Euh, ça forme une bonne partie de l'intrigue. Euh, Combien de temps est-ce qui s'est écoulé entre l'idée et la publication du roman? le roman a pris 5 ans à écrire, je dirais. Aller-retour avec des longs bouts à ne pas y toucher, à désespérer et à frustrer parce qu'on a plus ou moins confiance. Mais ouais, ça a pris 5 ans. Ça a pris jusqu'en 2017, jusqu'au 6 juin 2017, avoir un premier contrat. Puis après ça, on a retravaillé pendant un an avec l'éditrice euh, Mélanie Vincelette, que je dois nommer. Comment l'équipe éditoriale a changé votre manuscrit entre le moment où il a été accepté et publié? C'est quoi les changements qui ont été apportés? En fait, comme c'est un roman qui se passe sur plusieurs époques, à plusieurs époques, euh, il y avait peut-être un peu trop de personnages pour bien suivre. Puis il y avait deux personnages qui étaient à la même époque et qui se ressemblaient un peu. Fait que le principal changement a été de conjuguer en un seul personnage. Fait que ça impliquait que l'oncle était devenu le neveu, puis des choses comme ça. Fallait repartir du début et aller jusqu'à la fin. Ça a été vraiment le plus gros changement. C'est quoi une journée typique d'écriture? Avez-vous des rituels, des endroits, des heures? Je dirais que je suis quelqu'un qui écrit du matin jusqu'au midi, 7 à 13, disons. Très régulier. C'est ça mon horaire. Tout le temps le matin ou avant d'aller travailler à 6 heures. C'est là que j'ai l'esprit le plus clair et le plus limpide. J'ai l'impression de sortir de mon rêve, mais en fait, je sors de mon histoire et je m'en vais là. Sinon, Reine de miel, c'est écrit énormément dans les cafés. J'ai passé un an presque à travailler
Là, je travaillais aussi le soir. J'allais là très tôt le matin et en finissant la journée le soir au café Oui mais non, sur Jarry. 1 an à boire des lattés. Ouf. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'une résidence d'écriture? Ouais. Ben, Reine de miel, il s'est terminé d'abord en juillet en juillet 2017. Je me suis fait une résidence improvisée par moi-même chez une éditrice que je connais à Mexico dans son bureau qu'elle me prêtait pendant 1 mois. Mais ensuite, immédiatement au retour, j'ai été 2 mois dans la résidence d'art et de rêve à Sutton que je recommande à tous. C'est merveilleux, c'est une grange avec un parc de statues, un grand jardin en fait, euh, directement de l'autre côté du ruisseau, derrière la grange. C'est vraiment un beau paysage, on voit la montagne tout le temps. C'est pas très loin de Montréal. Puis sinon, ben, l'autre dernière expérience, j'ai terminé le roman en fait. Les corrections sont faites terminées là. Et celui que je suis en train d'écrire, Café Mouette, c'est commencé à la résidence de Sutton. Et en janvier 2019, j'ai eu la chance d'aller à Sapporo, à la résidence Tenjinyama Art Studio, pendant 1 mois pour écrire. Fabuleux. Justement, pouvez-vous nous en parler de ce nouveau projet? Ouais, c'est Café Mouette, c'est un appel à la jeunesse, je dirais. J'avais envie d'avoir un personnage tout autre que ce que je venais de faire. Je venais de passer 5 ans avec une gang de gars russes dans des champs à se lancer des abeilles. Là, j'avais envie d'être plus urbain et d'avoir un personnage féminin. Et avec tout, je sais pas, avec le paysage montréalais, fait que j'ai pris un personnage métissé avec un père japonais puis une mère québécoise. Euh, et la jeune fille s'appelle Laura. C'est son univers. Elle sort de l'université et à 23 ans. Et en après-midi, elle s'en va avec son amie Anaïs et Marilou. Ils s'en vont au parc Jarry parce qu'ils viennent de déménager dans le quartier Villeray. Et les trois vont se mettre à travailler dans les cafés du Café Mouette, en fait. Et c'est ça, c'est toute l'histoire un peu du café, de la vie dans ces cafés. D'ailleurs, c'est né à travers mes journées à passer à écrire. Mais on va se retrouver dans toutes sortes de lieux. On va aller au Japon, on va aller dans le monde de l'intelligence artificielle. On va parler du phénomène MeToo. On va parler de la 375e de Montréal. Quel roman auriez-vous aimé écrire? Je dirais que, comme ça, je pense que Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Mon côté historien, puis la plume de Yourcenar, c'est fabuleux. L'empereur, c'est l'apogée de l'Empire. Adrien, si je me souviens bien, il y a 52 ans ou quelques. Et là, il se rappelle tous ses souvenirs parce que tout ce qu'il ne peut plus faire, ce qu'il peut plus manger, le cheval qu'il peut plus monter, etc. Puis du haut de sa grandeur, ben, contemple le monde. C'est un super beau roman. Il était vêtu d'un costard de lin charbon rehaussé de boutons du Porfiriato. Les lumières de son penthouse s'estompaient sur la foule, sur sa tête et sa collection. Et le public se tut. Il entreprit sa présentation à l'aide d'un micro sans fil collé à sa mâchoire. Cette collection m'a pris 27 ans à rassembler. Elle provient de tous les continents et de plus de 30 espèces mellifères. Les masques sont faits à 100% de miel, pèsent environ 4 kilos chacun. Ils sont moulés avec le visage de l'apiculteur qui l'a récolté. Je rends hommage à ces artisans qui s'efforcent de garder cette planète vivante, fécondant des fleurs, des vergers et des villes entières. Melipona est ma dernière création, composée uniquement de miel du Yucatan, la seule abeille indigène en Amérique. Ici, nous avons Tilleul, provenant de Roumanie, difficilement produit en raison de la brièveté de la floraison de juillet. Il est ambré et il offre un nectar puissant mentholé qui encourage le sommeil.
Pommier de Hollande est tiré d'un verger de Belle de Boscop, qui fournit un léger goût suret à ce nectar rustique. Baobab est outrageusement difficile à obtenir. Il provient du seul apiculteur de Madagascar préparant ce spécimen de miel. Les grandes fleurs blanches projettent un parfum riche et crémeux qui se marie bien avec les plats de poisson. Le masque Ignacio provient des fleurs d'aguacate, saveur légère, presque aussi douce que le trèfle, mais au teint ambré. Il est le premier que j'ai réalisé, et paraît-il qu'il aide à combattre le diabète. Tournesol est un masque foncé avec un goût amer, une légèreté d'agrumes et quelque chose d'extrêmement floral. Cuauhtémoc passait d'une œuvre à l'autre, il appointait et regardait la foule. À chaque geste, sa mémoire exaltait à l'idée de la dernière fois qu'il avait porté chacun de ses masques. Il enchaîna. Sarrasin, fait d'un miel dur, profondément amer et foncé. Il vous laissera en bouche un soupçon de noisette. On le nomme aussi blé noir, mais n'a rien à voir avec la céréale, et pour les amateurs, il est sans gluten. Genévrier d'Irlande, âpre et boisé, avec un reflet bleuté. Lorsque mis sous la lumière, on lui confère le pouvoir de soulager les coliques de bébé. Il est donc bien meilleur, évidemment, que la traditionnelle ponce de mescal. Il promenait ses doigts, menus le long de ses lèvres et humait les vapeurs. Citrouille se compare à tournesol, quoiqu'il est plus piquant, voire rebutant, compte tenu de son odeur d'urine de félin. Un miel biologique à 100% qui provient des ruches dans des troncs d'arbres d'un jardinier amateur de Nuevo-Léon. Hibiscus, bien sûr vous l'avez reconnu, mais fleuri, foncé par tous ces mélanges de couleurs de pétales et vinaigré un tantinet, comme un parfum étouffant, lorsque vaporisé en trop grande quantité. Il se pinça le nez pour faire rire la foule, maintenue en transe par son ton de voix chamanique. Pissenlit des steppes ou masque de Turquie. Jaune, certainement. Il est très particulier et s'adresse au palais développé. Élevé parmi les chèvres aigrelets et fruités, il peut occasionner des éternuements, comme le ferait une trop grande dose de moutarde. Il les voyait tous, ces endroits connus, mais découverts uniquement grâce au premier masque, comme s'ils étaient interconnectés, comme si dans le masque s'étaient figées toutes les conversations des apiculteurs avec le monde, comme un réseau social numérique intégré aux nouvelles lunettes de réalité virtuelle. Le masque de miel permettait à tous de se réunir malgré la distance.